Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la 15e étape de ce Tour de France. Étape du 14 juillet en France, un dimanche. Autant vous dire que je pense qu'il va y avoir du monde sur le bord de la route. J'espère que le public sera bien géré, qu'il n'y aura pas des gens stupides comme hier. Donc on va revenir bien entendu sur le parcours, les attractivités touristiques également de la région. On parlera stratégie, histoire du Tour de France, enfin comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui sont vos favoris plutôt, quelle est votre grosse cote pour cette étape. Si vous avez les moyens que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et si vous voulez me soutenir également, plus vous cliquez rapidement sur les notifications sur les miniatures, plus la vidéo est mise en avant par l'algorithme de YouTube et je remercie les gens qui le font. On est sur une énorme étape en termes de dénivelé. Ça c'est clair et net, c'est une étape qui est fatigante de ce côté-là. Sauf qu'en fait, le souci, c'est qu'elle n'est pas hyper bien conçue. Il y a beaucoup de phases de transition. Et les phases de transition, si on voulait en fait que ça soit le feu d'artifice d'attaque entre les leaders, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Parce que plus tu as des phases de transition, plus en fait, on va se servir des équipiers dans ces zones-là. Et moins ça incite les leaders à vraiment passer à l'attaque. Parce que tu sais que, grosso modo, là, sur cette étape, moi, je vois pas qui va rouler dans le col d'Agnès, vu qu'il y aura encore 20 ou 30 km de transition jusqu'à la montée finale. Donc, je trouve qu'on a voulu mettre beaucoup de dénivelé. Est-ce que ça va faire que la course soit plus dure que hier ou que dans les Alpes notamment? Pas sûr, parce qu'encore une fois, ces zones de plat, ces zones de vallée, ne vont pas apporter grand chose au final à la course, mais c'est toute la difficulté dans un massif montagneux de réussir à enchaîner les cols. C'est vraiment pas si évident que ça. Oui, parce que la topographie du terrain, il n'y a pas forcément 150 routes non plus, donc vous ne pouvez pas toujours faire des transitions aussi importantes que vous le souhaitez. Mais là, il y a quand même 60 km entre le col de Portée d'Aspet et le pied du col d'Agnès. Là, je trouve que c'est trop. Donc forcément, on va avoir une phase de pause à ce moment-là dans la course. Mais ce qui pourrait servir les échappés, surtout qu'en plus, avec la course d'hier, où on a vu qu'hier, Pogačar était fort. Est-ce que ça va donner envie à Vingegaard, à Remco Evenepoel, à des leaders de vraiment l'attaquer? Ou est-ce qu'on va pas plutôt attendre les Alpes en se disant « Ah, pourquoi pas en troisième semaine un coup de moins bien ?» Ça, c'est la question qui peut se passer. Et est-ce que Pogačar va vraiment mettre son équipe à rouler sur 200 bornes pour essayer de gagner une nouvelle victoire? C'est pas sûr non plus. Donc à part si Vingegaard veut vraiment renverser la table sur cette journée, et encore une fois avec les zones de transition, c'est pas forcément la plus propice. Je serais pas surpris qu'on ait en fait, on va dire 2 courses en une course avec les échappés qui arrive, contrairement à hier, à prendre beaucoup d'avance, et une course entre les leaders qui se contentent de la dernière difficulté du jour. Faudra faire attention au délai sur cette journée, parce que on peut être lâché d'entrée. On peut être lâché dès les premiers kilomètres. Pour les sprinters, ça va vraiment être une journée galère. Déjà hier, ça a été long, mais celle-là, elle va être sacrément compliquée pour les sprinters et pour les coureurs qui n'aiment pas la montagne. Donc là, il faudra faire attention au niveau des délais. Ça serait bête d'arriver hors délai avant la journée de repos. Et puis, grosse journée pour le maillot à pois. 5 cols au programme. C'est la journée, je crois, la plus prolifique en termes de points sur ce Tour de France. Avec 60 points à récupérer sur cette étape. Donc si on veut prendre de l'avance ou prendre le maillot à pois, c'est peut-être une journée intéressante pour essayer d'aller chercher cet objectif-là. Parce qu'on sait très bien qu'il y aura Pogačar quand même.
Mais bon, si tu peux récupérer 40, 45 points sur une étape comme celle-là, bah il faut pas s'en priver parce que avec, allez, je sais pas, 65, 70 points, tu peux déjà rentrer dans le top 5 du classement, peut-être à l'arrivée à Nice. Ce qui veut dire encore une fois des points UCI. Vous voyez où je veux en venir. Dénivelé positif, 5043 mètres, c'est la première étape dans ce classement, mais je ne pense pas qu'on est sur l'étape reine de ce Tour de France. Voilà, je pense que ça va être une belle étape de montagne, mais je ne suis pas sûr qu'on soit sur l'étape reine, encore une fois à cause de ces zones de transition. Mais je ne serais pas surpris qu'on ait aussi favorisé ces zones de transition pour favoriser une échappée et pourquoi pas favoriser une victoire française un 14 juillet, ce qui n'est pas arrivé depuis Warren Barguil. Pour moi de tête en 2017 qui avait gagné un 14 juillet, donc c'est vrai que ça commence à remonter désormais. On regarde tout de suite la présentation du parcours. Le parcours de cette étape numéro 15, qu'est-ce que ça donne? 5000 mètres de dénivelé positif, eh bien ça donne ça, c'est-à-dire un départ en bosse, une arrivée en bosse. Malgré tout, vous voyez quand même des zones de transition sur ce parcours. Départ en bosse d'entrée, c'est-à-dire le premier col de la journée est au kilomètre 7, après 7 km de montée. Le col de Perresoude qui permettra peut-être aux échappés de sortir, ce qui n'est pas sûr, mais qui devrait faire extrêmement de mal aux sprinteurs. Ce col de Perresoude, 8,3% dans le premier kilomètre, ensuite 7,5, 8,5, et puis surtout ce passage à 9,3% dans ce col de Perresoude, donc dans une version à 7 km. Mais encore une fois, la difficulté pour les sprinteurs, ça va être la mise en route. Est-ce qu'il faut s'échauffer? Moi, je dirais oui. Le problème, c'est qu'on est en fin de deuxième semaine et qu'il y a quand même 200 km à faire aujourd'hui. Donc, est-ce que l'échauffement ne va pas avoir des conséquences sur le reste de la course? Ça, c'est une question qu'on peut se demander. Parce que très clairement, ça peut être un souci de mettre autant d'énergie dans un échauffement. On poursuit ensuite avec cette étape du côté de la descente. On redescend vers Bagnères de Luchon. Marignac pour le sprint intermédiaire, donc au bout de 37 km de course. J'espère qu'à ce moment-là, l'échappée sera sortie, mais ce n'est pas encore sûr. Et ensuite, on aura l'enchaînement col de Menté, et col de Portée d'Aspet. Le col de Menté, au kilomètre 50, c'est-à-dire qu'on sera encore à 150 km de l'arrivée. C'est un col de 9,4% à 8,6 de moyenne. Vous le voyez, typiquement une montée pyrénéenne, c'est-à-dire avec des pourcentages, 10,8%, 9,3%, il y a aussi quelques ruptures de pente, donc ça reste un col extrêmement difficile sur la longueur parce que le kilomètre le plus facile est à 6,8%, on est sur un vrai col pyrénéen, le col de Menté, donc 1341 mètres, c'est pas hyper haut en altitude, mais c'est dur tout le temps, et notamment sur les derniers mètres, hein. Et encore une fois, sur cette montée. On redescend et on attaque le col de Portée d'Aspet dans une version à 4,4 km, 9,7%. Col court, mais vous voyez, voilà, c'est monstrueux. C'est monstrueux le Portée d'Aspet. C'est tout le temps, enfin voilà, c'est des gros pourcentages. Et puis la descente qui est technique en plus, hein, sur le col de Portée d'Aspet. On parlera des descentes et des passages techniques après, mais le col de Portée d'Aspet, c'est technique. Le problème, c'est que tout ça se situe dans les 65 premiers kilomètres de la course. Et qu'à partir de là, on n'a plus que 2 cols. Alors certes, un col hors catégorie et un col de première catégorie, mais qu'on va avoir cette énorme phase de transition de 60 km. Et ça, je pense que les leaders du général l'ont compris, donc c'est ce qui permettra aux échappés de prendre de l'avance. On passera à Mouly, à Saint-Girons, à Aulus-les-Bains, où ça sera le pied du col d'Agnès. On sera au kilomètre 139 au sommet, c'est-à-dire quand même à 60 km de l'arrivée encore, le col d'Agnès. 10 km 1 à 8,1%, un début de col très difficile, 10,3% pendant 2 km, 8,6, 8,3. Et puis sur la fin, ça devient un peu plus facile, un peu moins difficile. C'est même la caractéristique des 2 derniers cols de la journée. Un début de col très compliqué et une fin un peu plus simple, un peu plus roulant. On enchaînera avec le port de l'Hers, 4 km 4 à 5,4 de moyenne, ça sera au kilomètre 147,5. Et ensuite, on redescend sur Tarascon-sur-Ariège, les Cabanes,
Pour le pied de la dernière montée du jour, le plateau de Bayle, 15 km 7 à 7,8 de moyenne, col hors catégorie au kilomètre 199. Vous le voyez tout de suite, le plateau de Bayle. Donc, je croyais que c'était plus dur que ça sur le départ. J'avais une erreur, ouais, je pensais qu'il était plus dur que ça sur le départ. C'est un col où, un peu comme hier, il faut partir de loin. Hein, parce qu'encore une fois, les 3-4 derniers kilomètres sont un peu plus faciles. Donc il faut, si on veut tenter le coup, il faut partir dans les pourcentages les plus compliqués. Donc entre le kilomètre 8 et le kilomètre 9. Et le kilomètre 9 et le kilomètre 10, ces 2 km là, on est à 5-6 km de l'arrivée. C'est là où je pense qu'il faut tenter de faire l'attaque décisive, que ça soit de l'échappée dans le peloton, si on est encore groupé, ce qui est loin d'être sûr à ce moment-là de la course. On regarde, alors j'ai pas parlé des temps de montée sur cette étape. Hop, on commence tout de suite. Perrossoud, le record c'est Romain Bardet à 20,7 km/h. Il a réalisé ça en 2016, le 9 juillet 2016. Et c'était à 20 minutes 6 de montée. Moi j'ai pas vraiment de... Enfin j'ai des watts mais pas forcément de grands coureurs professionnels. Donc on est aux alentours de 340 watts à peu près, 340-350 watts sur la montée. Le record féminin, le record masculin c'est Romain Bardet, le record féminin c'est Célia Le Mouel de Saint-Michel-Aubert 93, c'est 28 minutes 38. Hein. Quand même, là aussi on est sur des temps qui sont quand même très très impressionnants. Col de montée, Laurens Stendam, le record c'était en 2012, ça devait être les débuts de Strava 2012, 29 minutes. 19,2 km/h à l'époque, et ça n'a pas été battu. Lenny Martinez, par exemple, avait fait 31 minutes 02 à 17,9 km/h, 319 watts de moyenne. Voilà, pour un physique comme Lenny Martinez, qui, il faut rappeler, quand même un tout petit gabarit également. Bon, ce qui est impressionnant sur le nombre de watts moyens. Col de Portet d'Aspet. Le record date de 2024 avec un coureur qui s'appelle Will S, qui n'est pas un coureur professionnel, qui a fait 14 minutes 25 à 18,1 km/h, 378 watts de moyenne. Là, je n'ai pas de temps réalisé par les professionnels. Le col d'Agnès, record Michal Kwiatkowski, c'était en 2017, le 14 juillet, 29 minutes 48, donc ça remonte il y a 7 ans. Désormais. Warren Barguil lui avait fait 29 minutes 54 à 20,2 km/h à l'époque. C'était l'étape où Warren Barguil avait dû s'imposer ce jour-là, avec le sprint où il prend l'extérieur du virage à la perfection. Pierre-Luc Perrichon 4 avec 31 minutes 46, 19 km/h. Et puis on termine le plateau de Bayle, record Thibaut Pinot. C'était en 2015, c'était un 16 juillet. 45 minutes 08 à l'époque le chrono, 20,8 km/h. Un Robert Resink par exemple avait fait 20,3 km/h. Alors là j'ai une moyenne 242 watts, ce qui doit être une moyenne fausse. Et un Laurens Stendam lui avait fait 48 minutes à 360 watts de moyenne. Un Simon Kerr avait fait 48 minutes 26 à 351 watts de moyenne. Pour avoir des indications, on est quand même sur des cols Agnès, plateau de Bayle. On est quand même sur des efforts qui sont de 30-45 minutes, donc pas évident. Comme pour le col de Manté aussi, hein, on est sur du 29 minutes parce que les moyennes sont assez basses sur ce type de col. Les difficultés techniques sur cette étape. Au début de la descente de Perrossoud, au départ 2 grosses épingles. Voilà, donc il faut faire attention. Il faudra être réveillé à ce moment-là de la course, notamment du côté des sprinteurs, mais voilà, du côté de tous les coureurs, 2 grosses épingles quasiment d'entrée. Dans les vallées, on est de nouveau sur des routes larges, descente du col de Manté très technique, mais avec de la visibilité au Portet d'Aspet, route pas très large, et bien entendu, il faut faire attention au parapet. Dans la traversée de Saint-Giron, c'est pas hyper difficile. Et descente du col d'Agnès, au début pas mal de virages et surtout une route assez sale sur les images que j'ai vues. Il y avait pas mal de gravier et de boue sèche sur l'extérieur, notamment côté gauche. Donc il faudra faire attention, pas mal de patchs sur la route et les lignes noires de goudron,
Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve en montagne, des fois pour boucher les trous, pour boucher les fissures de la route. Ils mettent, c'est une sorte d'enrobé noir, mais qui est souvent pas très adhérent. Donc là, il faudra faire attention. Également des lignes noires de goudron, parfois dans les trajectoires. Dans la deuxième partie de la descente, la route est moins technique, mais aussi moins large, avec de la végétation. On regarde le parcours désormais final, les derniers kilomètres de cette étape. Vous voyez, du côté du plateau de Bay, c'est pas hyper technique. Il y a 2 épingles à 2 km de l'arrivée. Et puis ensuite, ça va, on n'est pas sur une route trop difficile, trop technique. 60 mètres voilà, de ligne droite pour finir cette étape aujourd'hui. Faire attention, on est à 5,50 m de large, donc c'est pour ça que vous voyez ce panneau qui indique que seulement 2 voitures par équipe sont autorisées au sommet. Donc c'est-à-dire qu'il faudra faire des choix également au niveau des choix faire attention au niveau du matériel qu'on embarque dans les voitures. Il faudra faire très attention parce que voilà, on ne pourra pas aider plus que ça les coureurs. On regarde la partie patrimoine aujourd'hui et on commence à Loudanvieille, la ville de départ avec ce moulin, je vais y arriver, le moulin de Loudanvieille, qui s'appelle le moulin en fait de Saoussas, construit en 1937. En fait, juste après la Révolution, pour subvenir aux besoins des habitants de la haute vallée du Louron, un moulin à eau était construit près du village de Loudanvielle. Il va fonctionner jusqu'en 1937, année où la prise d'eau fut détruite par une crue de la Neste de Louron. Et afin de faire revivre cette activité, il fut reconstruit sur l'emplacement d'origine et les meules très bien préservés ont repris du service. Avec encore une fois une maison avec beaucoup de pierres, des Pyrénées, vraiment typiques des Pyrénées. Donc c'est un véritable musée de la meunerie. Elle fonctionne avec la force de l'eau, les meules, et la plupart des objets et outillages présentés datent du 18e au 19e siècle. Et vous pouvez également retrouver du fromage des Pyrénées dans sa cave d'affinage et des produits régionaux. Donc vous avez le musée et également une petite boutique à la sortie. C'est ouvert au public l'été. Voilà. Donc si vous êtes dans le coin, vous pouvez y aller. Et puis vous avez le Haricchio. Alors, je ne sais pas si ça se dit Haricchio ou Haricchio. C'est ici. Qui est en fait un cinéma. Voilà, mais c'est magnifique comme cinéma. Dans une vieille ferme restaurée. Les dernières nouveautés du cinéma, et puis un espace aménagé de pierre, de bois et d'ardoise. Et puis vous avez en plus du cinéma 3 salles, une salle de projection avec un film qui s'appelle Il était une fois le Louron, la salle du milieu montagnard et de l'habitat avec également du diaporama des théâtres italiens, et puis la salle de l'art religieux avec maquettes et bornes interactives. Donc c'est à moitié un cinéma, à moitié un musée, ce Haricchio ou Haricchio du côté de Loudanvieille. Encore une fois, pour avoir des informations supplémentaires, vous pouvez aller sur le site du Tour de France. Moi, encore une fois, je m'inspire. Je vous raconte ce qui est dit sur le site du Tour de France au niveau de cette rubrique patrimoine. On poursuit. Alors ça, c'est juste à côté de la ville de départ. On sera quasiment sur la zone de départ, même on peut le dire. C'est à Loudervielle, donc pas Loudanvielle, Loudervielle, donc une petite commune de 54 habitants seulement, avec le château de Moulors qui date du XIIe siècle, qui était le fief de la seigneurie et qui comprenait une partie des territoires de la région. Donc vous aviez Loudervielle, Aranvielle par exemple, quelques terres dans le Larbouste. Les donjons et la chapelle appartenaient aux seigneurs de Montelor, vassaux des barons d'Espagne, parce que c'est vrai que là aussi il y a une grosse, il y a eu beaucoup d'inspiration aussi, de territoires qui étaient parfois occupés par l'Espagne, comme en Bourgogne vous aviez des territoires occupés par les Anglais, aussi un petit peu dans le Lot par exemple que nous avons traversé. Alors, la tour de Moulors a été édifiée afin de parer aux attaques des Maures, et ces tours, comme celles de Bordère, Louron, Estervielle et Génos, c'est inclus dans un château entourant d'une simple enceinte. Voilà, vous pouvez voir cette magnifique tour sur le parcours de cette étape. On poursuit.
du côté de cette étape avec Saint-Béat-le-Lez, où vous pouvez retrouver des carrières à Saint-Béat-le-Lez, voilà, des carrières alors, qui sont très présentes dans les Pyrénées. Vous avez beaucoup de carrières, notamment de carrières de marbre, utilisées sous le règne de Louis XIV, notamment à Versailles, le marbre des Pyrénées. C'est aussi les carrières aussi appelées brèches romaines, furent ensuite négligées ou abandonnées et son marbre décrié pour être redécouverte par Monsieur Capel-Layerle au XIXe siècle. Aujourd'hui, on exploite à Saint-Béat 9 carrières de marbre de diverses couleurs, dont une souterraine. Voilà, ça fait partie des traditions du terroir dans les Pyrénées. On poursuit et bien entendu, on ne peut pas parler de cette étape. Vous avez également le château, j'ai oublié. Je me suis un peu emballé. Vous avez également un château à Saint-Béat-le-Lez, c'est le château de Saint-Béat, voilà, qui est l'une des rares citadelles féodales des Pyrénées qui ne soit pas dégradée. Donc, vraiment, c'est un lieu intéressant. Il date du XIIe siècle et a été agrandi par Henri IV. Le château était tenu par des capitaines d'armes jusqu'au XVIe siècle. Bien placé, le château n'eut pas dans son histoire à repousser d'invasion, même s'il fut le théâtre de combats entre valets. C'était une position stratégique, la clé de France aux portes de l'Espagne. Bien entendu, comme je disais, quand on va au col du Portet d'Aspet, on ne peut pas ne pas oublier Fabio Casartelli avec la stèle en sa mémoire construite après sa mort en 95. Elle représente une grande roue blanche qui s'épanouit en drapeau olympique. On peut voir sa bicyclette dans l'état après sa chute dans la chapelle de Madonna del Ghisallo, qui est donc à côté du col en Italie. Fabio Casartelli, champion olympique en 92. Voilà, pour ceux qui s'en rappellent. Et donc mort en 95, la tête qui avait heurté les parapets dans la descente du col du Portet d'Aspet. Lance Armstrong qui gagne à Limoges également pour le rendre hommage. Ils étaient de la même formation, victoire qui n'a pas été retirée à Lance Armstrong, il faut le rappeler. Ce qui est marrant avec la mort, enfin ce qui est triste, ou rire jaune, avec la mort de Fabio Casartelli, c'est que ça n'a absolument pas déclenché de débat sur le casque. Il faudra attendre les années 2000, avec le coureur de la Cofidis qui était kazakh, qui est mort sur Paris-Nice, qui était le pote de Vinokourov, j'ai oublié son nom, pour avoir des débats sur le port du casque. En fait, à ce moment-là, il n'y a pas de débat sur le casque. Voilà, c'est vraiment après qu'il va y avoir des débats à ce moment-là. Je pense que ça va pas me mettre. Ça va pas vouloir me le mettre. Hein, j'ai vraiment oublié comment s'appelait ce coureur. Alors attendez. Kivilev. Voilà. Andrei Kivilev. Là, ça va lancer les vrais débats sur le port du casque, et le port du casque sera rendu obligatoire. Mais 7 ans auparavant, Casartelli, le port du casque, lui, n'est pas incriminé, on va dire, dans ce crash à l'époque. Donc voilà. Vous avez tout vu en plus de ce que je vous ai écrit, parce que c'était sur l'écran, c'était sur l'écran de contrôle, on va dire, de OBS. Vous avez vu tout ce que j'ai tapé. On poursuit avec cette étape et on va aller également du côté... Alors ça, c'est un petit peu plus loin, du côté de Moulis. Voilà, où vous avez un fromage, en parlant de nourriture, on en reviendra en fin de vidéo, c'est un fromage de vache au lait cru. Vous avez également une autre carrière de marbre exploitée depuis l'époque romaine, et qui a servi à Rome, à Constantinople, à construire des bâtiments. Vous voyez au fond l'église Notre-Dame de Luznac, comme le fameux club de Luznac, qui date du XIIe siècle, roman et baroque. Agrandi au XVe,
Réaménagement intérieur et construction de 2 sacristies au XVIIIe siècle. Donc il y a plusieurs styles voilà, qui se mélangent du côté de cette église, monument historique depuis 1961. On poursuit à Aulus-les-Bains. À Aulus-les-Bains, vous avez cette... Alors c'est à côté d'Aulus-les-Bains. C'est la cascade d'Ars, haute de 246 mètres. Pour l'atteindre, il faut faire 3 heures de marche. Donc il faut être motivé. Mais après, c'est joli. Mais il faut être motivé, il faut avoir la condition physique. Les principales... vous avez bien entendu des thermes également au village d'Aulus-les-Bains. Comme je vous dis à chaque fois, quand vous avez une commune qui se termine par les eaux ou les bains, souvent il y a des thermes. Avec 4 sources, on soignait notamment les maladies métaboliques, comme l'obésité et les maladies de l'appareil urinaire et des reins. Voilà. Et c'est aussi une commune qui a connu la Seconde Guerre mondiale avec 886 juifs qui furent assignés à résidence dans les hôtels de la commune. Et 200 ont été raflés en 1942, mais beaucoup d'autres, cachés par les habitants, parvinrent à passer en Espagne. Et 4 familles d'Aulus reçurent le titre de juste parmi les nations pour leur rôle à cette époque. On termine avec 2 grottes pour finir, qui sont quasiment sur la zone d'arrivée. Hein. C'est 2 grottes. Là, c'est la grotte pardon, on voit le village de Nio, avec la grotte du côté de ce village de Nio. Que dire de sa grotte? Elle compte plus de 200 entrées et quelques-unes de ces salles sont immenses, comme la salle de la cathédrale, aussi vaste que Notre-Dame de Paris. À 4 km de l'entrée, la salle de l'Empire de Satan est encore 3 à 4 fois plus grande et la grande a servi de refuge aux cathares et aux prêtres pendant la Révolution. Et puis vous avez également la grotte de Lombrive. Alors ça, c'est à Tarascon-sur-Ariège. Alors vous avez également ce château, mais la grotte de Lombrive, je ne l'ai pas prise en photo, voilà, erreur de ma part, mais qui est une grotte dont l'entrée principale est située sur la commune d'Ussat, à 3 km au sud de Tarascon. Et une partie de la grotte accueille des visiteurs touristiques. Le site non aménagé est classé, je crois qu'il faut par contre réserver, je crois que vous avez le droit seulement à 20 visiteurs qu'il y a des groupes de 20. Donc, je pense que voilà, ça doit être compliqué pour aller la visiter. On arrive au plateau de Bayle. Voilà, il y a ce petit château, plateau de Bayle. Que dire de ce château? C'était le château de Lorda, voilà, donc style médiéval. Construction remonte vraisemblablement entre le 9e et le 10e siècle. La première fois qu'il est mentionné dans un écrit, c'est en 970. Voilà. Et en 1034, il est cédé par Bernard, comte de Carcassonne, à son fils cadet Roger, premier comte de Foix. Voilà. Démantelé sous l'ordre d'Henri IV en 1582, il tomba peu à peu en ruine. Alors vous avez que des ruines, et ces murailles surplombent le territoire de Sabartest, donc la haute vallée de l'Ariège de 400 mètres. Et c'est l'un des plus anciens et plus vastes châteaux féodaux du Haut-Comté de Foix. Donc l'entrée, protégée par une tour carrée, conserve encore son aspect d'origine. Depuis 2016, le château a ouvert à nouveau ses portes et propose une visite à des animations pendant l'été. Voilà, donc ça peut être intéressant pour les enfants férus d'histoire. On parle des plats de la région. Le premier plat, c'est à l'arrivée, c'est l'azina. C'est le plat le plus emblématique de l'Ariège. Là aussi, on est sur un plat très généreux. Donc un plat traditionnel ancien, donc souvent très garni, avec une forme de potée à base de légumes de saison, le chou, pommes de terre, blettes, et puis de la viande. Donc bien entendu, les légumes et la viande changeaient au fur et à mesure de l'année selon ce qu'on avait, tout simplement dans les placards. Du côté de l'Azinat, ou l'Azina, je ne sais pas comment ça doit se prononcer. Et puis, il y a la tourte aux myrtilles. Alors, on pourrait croire que la tourte aux myrtilles, c'est un peu... moi, une tourte aux myrtilles, dans la manière dont je la conçois, c'est 2 pâtes feuilletées assemblées l'une sur l'autre, et puis à l'intérieur, une confiture de myrtille. Ou une gelée de myrtille, une compotée de myrtille. Pas du tout. Ça ressemble plus à une brioche
voilà, un gâteau assez sec, assez ferme. Vous voyez, avec des morceaux de myrtille, voilà un cake, voilà, avec des myrtilles à l'intérieur. Donc ça, c'est le plat typique de la ville de départ, voilà, selon le site du Tour de France. Donc c'est une pâtisserie que l'on retrouve dans des Hautes-Pyrénées. Voilà, pour le petit déjeuner avec de la confiture en dessert, en goûter, parce que c'est vrai que c'est l'avantage, comme ça a une forme un peu de brioche, de cake, c'est vrai que ça se consomme toute l'année. On regarde la météo tout de suite de cette étape. Météo, il va faire chaud sur les routes du Tour de France, très chaud aujourd'hui, quasiment comme en Italie sur la première étape. On nous annonce entre 30 et 32 degrés en plaine. Sur les sommets du plateau de Beille, 27, au col d'Agnès, 25, 27 degrés, on va dire, sur les différents sommets de cette étape, mais surtout le ressenti en plaine, proche de 40 degrés. Donc il va falloir vraiment s'hydrater. C'est une journée qui va être longue en plus, parce que 200 km, 5000 mètres de dénivelé, ça ne va pas se faire en 2 heures. Donc il va falloir pas négliger l'hydratation sur cette journée et aussi la nutrition. Le vent, il sera léger de nord-nord-est. Il y a juste un endroit où il est nord-ouest, mais deux communes d'après, il est de nouveau nord-est. Donc je pense qu'il est majoritairement nord-est et nord, entre 10 et 30 km/h. Donc si vous voyez, nord-est, c'est pas vraiment favorable. Voilà, soit de côté, soit plutôt défavorable sur cette étape. Voilà. Mais je pense qu'il sera plutôt de côté parce qu'il est plus souvent est que nord-est sur les différents villages que j'ai pu voir du côté de la chaîne météo. On regarde tout de suite l'histoire du Tour de France. On regarde l'histoire du Tour de France sur cette journée du côté de cette épreuve. Alors Loudunvielle, la ville de départ, a accueilli une arrivée. C'était en 2020. À l'époque, victoire de Nance Peters, vous vous souvenez, dans son duel face à Zakharine. Zakharine qui descendait comme une chèvre, je crois que c'était les propos de Nance Peters. Il y a eu également une victoire de Vinokourov, c'était en 2007, lors de l'étape 15. Et puis Simoni en 2003, lors de l'étape numéro 14. Voilà, sur les arrivées d'étape. Il y avait eu également Laurent Brochard. Donc voilà, Laurent Brochard, Vinokourov, quelques bons cas pour la science, on va dire, du côté du dopage. Du côté du col de Perresourde, il n'y a jamais eu d'arrivée d'étape du Tour de France à Perresourde, mais une vingtaine de passages, également 2 passages de la Vuelta. Le dernier, c'était en 2003. Et du côté du Tour de France, il faut remonter à 2021, lors de l'étape numéro 17, qui avait été remportée par un certain Tadej Pogačar face à Jonas Vingegaard. On en avait parlé hier, c'était l'étape qui arrivait à Saint-Lary-Soulan. On a vu également en 2020 l'étape numéro 8 qui était passée. Voilà, c'est un lieu emblématique du Tour de France dans les années 2000, depuis 2000, dans les Pyrénées, parce que les 20 passages se sont surtout déroulés depuis 2000. Et voilà, il y a eu assez peu de passages avant 2000 dans ce col. Du côté du col de Manté, aucune arrivée du Tour de France également dans ce col. Dernier passage, c'était lors de l'étape numéro 8. On y était passé également en 2018, en 2017. Premier passage, c'était en 1979 lors de l'étape numéro 1, où on passait de Fleurance à Luchon. Il y avait le col de Manté et le col du Portillon. Et c'était un certain René Bittinger qui s'était imposé devant Jean-René Bernaudot à 8 secondes. Il était parti à 5 km de l'arrivée. René Bittinger, courant entre 77 et 85, et c'est sa plus belle victoire en carrière. C'est également un vainqueur du Tour de Limousin en 1980. Deuxième de la Flèche Wallonne, 83 également au niveau de son palmarès. Et deuxième du Tour de Corse. Voilà, on apprend tous les jours le Tour de Corse, course qui a existé de 71 à 82. Voilà. Il avait fini derrière Sven Åke Nielsen, un Suédois, sur cette épreuve qui se déroulait en 79 sur 3 jours, avec un prologue, une étape Bastia-Porto Vecchio, une étape, Porto Vecchio-Ajaccio, Ajaccio pour un deuxième contre-la-montre et Ajaccio-Île-Rousse pour finir cette course.
C'était une course du mois de mars. On poursuit avec le col de Portée d'Aspet. 20 passages, jamais d'arrivée également sur ce col de la part du Tour de France. Bien entendu, 95, on se souvient de la mort de Casartelli. 84 pour le premier passage, enfin marqué la sur Pro Cycling Stat. En 2021, on était passé lors de l'étape 16. L'étape qui avait été remportée à Saint-Gaudens, où on partait du pas de la case et qui avait été remportée par Patrick Conrad devant un groupe avec Casartelli, Matthews, Périchon, Bonamour. Il était parti à 34 km 600 de l'arrivée. Voilà, Patrick Conrad, ce jour-là. Vous avez également le col d'Agnès, là aussi, puis jamais d'arrivée dans le Tour de France. Le dernier passage, c'était en 2017, lors de l'étape numéro 13, une étape qui se déroulait le 14 juillet, donc qui avait été remportée par Warren Barguil, qui avait battu au sprint Nairo Quintana et Contador. Voilà, c'est vraiment quand il prend le virage par l'extérieur, où il avait été très bon ce jour-là, Warren Barguil, qui avait le maillot à pois, et c'était Fabio Aru qui était maillot jaune, pour ceux qui s'en souviennent aussi. Et puis vous avez le plateau de Bay. Alors là, beaucoup d'arrivées du Tour de France. La dernière arrivée, c'était la victoire de Joaquim Rodriguez en 2015. Pour moi, c'est même sa dernière grande victoire à Rodriguez, où il est à fond au niveau le braquet. Il prend un braquet démesuré. Il doit tourner, je ne sais même pas s'il y a 80 tours minutes au niveau des pédales. Et vraiment, ça se fait dans la douleur. Cette victoire de Joaquim Rodriguez, c'est vraiment une victoire qui est dure. Tu sens qu'il va aller la chercher loin dans l'effort. Et c'est, j'irais presque le début de... Alors, il gagne à 8, mais c'est presque le début de la fin pour Rodriguez qui va prendre sa retraite l'année d'après. On est presque sur la fin de Joaquim Rodriguez, qui a quand même été un coureur impressionnant. Voilà, grand puncher Rodriguez. Il me manque un titre de champion du monde, mais bon, ils avaient joué au plus bête avec Alejandro Valverde. Contador, bien entendu, s'était imposé en 2007 lors de l'étape numéro 14. Le duel avec Rasmussen sur cette étape. Rasmussen qui quittera la course 2-3 jours après. Et Contador qui lui remportera son premier Tour de France. À l'époque dans l'équipe Discovery Channel, donc de Johan Brunel. C'est même la seule année qu'il a passé dans cette formation, parce qu'après l'équipe s'arrête et Johan Brunel et Contador vont chez Astana. C'est donc la première victoire sur le Tour de France de Contador. C'est avant qu'il se fasse choper pour dopage aussi. Et c'était une étape qui était pas évidente. Vraiment, avec beaucoup de cols, avec 2 cols, pardon. Il y avait partait de Mazamet, voilà, la ville de Laurent Jalabert, pour aller au plateau de Bay. Ça s'était fini dans un sprint à 2, et les deux étaient une jambe au-dessus de tout le monde à ce moment-là. Et ce qui est marrant, c'est que Rasmussen n'est pas déclassé, Contador, il n'y a pas de problème non plus, et c'est Leipheimer qui est le déclassé. Et Leipheimer parce qu'il a dénoncé Armstrong. Voilà, c'est pour ça qu'il est déclassé, Leipheimer. Faut savoir que tous ces résultats ont été annulés, Leipheimer, sur les dernières années. Parce que voilà. Et maintenant, il fait du gravel, Leipheimer. Mais voilà, il faut rappeler que Leipheimer avait décidé de dénoncer son ancien patron, presque, du côté de l'agence anti-dopage américaine, sauf que ça s'est bien retourné contre lui, parce qu'il s'est fait virer de Quick-Step. Et Incapi pareil, tous ceux qui ont dénoncé Armstrong, ils ont dénoncé Armstrong parce qu'il devait se prendre des suspensions seulement de 6 mois. Sauf que toutes les équipes des mecs qui ont dénoncé Armstrong, eh bien, ils ont viré. Donc voilà. Eux, ils pensaient qu'ils seraient suspendus 6 mois pendant l'hiver. Donc c'est pour ça qu'ils ont dénoncé Armstrong. Sinon, Armstrong, je pense que s'il n'y avait pas eu cette méthode, qui était quand même peu noble de la part de l'agence américaine antidopage, de vouloir faire tomber Armstrong coûte que coûte, s'il n'y avait pas eu ça, je pense qu'aujourd'hui Armstrong aurait toujours ses maillots jaunes. Je pense qu'on aurait... parce qu'il a fallu vraiment provoquer presque ça.
mettre des coups de pression en fait énormes à ces coureurs-là et leur dire vous prendrez qu'une petite suspension, sinon on aurait su, je sais même pas si on aurait su 10% de tout ce qu'avait fait Armstrong, et je sais même pas si on connaît en fait tout de Lance Armstrong. Enfin tout ce dopage Madine Armstrong et Johan Brunel. Rasmussen, tiens, on pourrait en parler de Michael Rasmussen, donc au final 4 victoires sur le Tour de France, suspendu de juillet 2007 à juillet 2009 pendant 2 ans, qui ensuite avait repris dans une équipe notamment en Danemark, qui avait, je crois, Stefan Schumacher. C'était une équipe où il y avait beaucoup de dopés. Il y avait Furlan aussi, ou des coureurs qu'on trempait dans des trucs pas très laids. Voilà, c'était... ouais, il y avait Stefan Schumacher, je me souviens qu'il y avait les deux dans la même équipe, où avait commencé l'Albanais Gerd Zupa dans cette formation, par exemple. Où était Gerd Zupa, c'était une formation continentale, voilà. Surprenante cette équipe. Christina Watch on Fun, qui avait fait qu'une année de plus. Vous aviez Fortunato Balliani, par exemple, dans cette structure. C'était le frère de Craig Anderson. Alexander Kamp aussi a débuté dans cette équipe. Mattia Gavazzi aussi. Enfin voilà, c'était une structure assez surprenante. Il y avait des équipes comme ça à la fin des années 2000 qui étaient un peu spécialisées dans les anciens coureurs dopés. Le cycliste du jour. Alors, on n'est pas dans une région où il y a beaucoup de cyclistes, pour tout vous dire. J'ai trouvé Émilien Benoît Bergès, mais qui n'est quand même pas le plus grand palmarès de l'histoire du cyclisme. Coureur professionnel de 2005 à 2009 chez RAGT, Aubert 93 et ensuite Agré-Tubel. En victoire, une étape du Tour de Grande-Bretagne en 2008 et le Grand Prix de Villars-Cotterêts en 2006. Voilà. Troisième également de Cholet-Pays de la Loire en 2008. Cinquième de Paris-Camembert. Enfin, ce coureur voilà, qui a surtout obtenu des résultats sur des courses en France, à part cette 9e place sur le Tour de Grande-Bretagne qui avait été remportée par Geoffroy Le 4, à une époque où le Tour de Grande-Bretagne était quand même beaucoup moins réputé qu'il ne l'est aujourd'hui, puisqu'il y avait très peu d'équipes World Tour, enfin Pro Tour à l'époque. Au départ, c'était surtout des équipes de 2e division et des équipes continentales qui venaient sur cette épreuve. Donc voilà, Geoffroy Le 4 avait gagné devant Steven Cummings et Jan Stannard. Un beau top 3, dis donc. Geoffroy Le 4 qui a commencé chez Crédit Agricole, passé chez Cofidis, Agré-Tubel, Radio Shack dans sa carrière, qui était un sprinter, mais pas... En fait, il était un profil qui était très surprenant. Parce que c'était un sprinter, mais qui n'était pas suffisamment rapide pour les grosses courses. Il passait bien les postes, mais pas suffisamment pour être un Peter Sagan. Il avait un profil un peu le cul entre deux chaises, quoi. Geoffroy Le 4. C'est pour ça qu'il n'a pas de temps. Il a qu'une victoire, c'est le général du Tour de Grande-Bretagne. Parce que c'était un peu le bordel à chaque fois. Sans avoir gagné d'étape en plus. Ce qui arrive pas souvent. Mais ouais, c'était un coureur qui était... c'était un bon coureur dans la deuxième partie des années 2000. De toute façon, Agré-Tubel, c'était une bonne équipe. Petit budget, mais bonne équipe. Agré-Tubel. On poursuit avec ma stratégie sur cette étape. Soit grosse bagarre entre leaders, c'est un peu comme hier, la même chose. Hein. Soit 2 courses en une, soit on attend les Alpes pour les leaders. Moi, je pense 2 courses en une. Avec une course avec les échappés. Peut-être en fait des leaders qui vont vouloir tester Remco Evenepoel ou qui vont vouloir tester Vingegaard, mais pas dans l'objectif de renverser la table, à part si Vingegaard, je disais, c'est le bon endroit pour renverser la table, mais encore une fois, pour moi, les Alpes seront plus propices. Il y a notamment l'étape de Super Dévoluy de mercredi prochain, qui est un peu dans la même idée que l'étape du Lioran, mais avec encore plus de pourcentage. Donc celle-là va être bien dure. Puis surtout, elle arrive en 3e semaine de course. Mais sinon, 2 courses en une. Voilà, ça c'est, je pense, c'est vraiment ça, ce à quoi on peut s'attendre. Donc, ce qui fait que parmi mes favoris pour la victoire d'étape, j'ai mis surtout des baroudeurs. J'ai mis que des baroudeurs, même que des grosses cotes.
Chris Harper, Simon Yates, au départ je pensais qu'il allait jouer les échappés, Simon Yates. Pour le moment, il essaye aussi de s'accrocher avec les meilleurs coureurs. Donc hier, il semble qu'il a pas mal explosé Yates sur la fin. Donc je tente Chris Harper, pourquoi pas, c'est un bon grimpeur. Il a eu des bons résultats avant sa chute sur le Tour des Alpes, donc pourquoi pas. En début de saison, Bob Jungels, de toute façon, lui, il est bon un jour par an, donc faut repérer la journée du côté de Bob Jungels. Il n'y a plus de leader. Pourquoi pas Bob Jungels? Voilà, hein, ça peut être une option. Surtout que c'était pas le plus mauvais chez Red Bull Bora pour protéger Roglic. Mühlberger, hier il a fini 18ème Mühlberger, donc devant Enric Mas. On joue plus général chez Movistar. Enric Mas semble pas au top de sa forme. Pourquoi pas Mühlberger, voilà, qui a l'air d'être en forme. Et puis en grosse cote, Nance Peters. Voilà. On peut toujours tenter. On a bien l'impression quand même qu'on a tenté Armi Rail. On met un peu moins de monde autour de Félix Gall. Il y a quand même l'objectif d'aller chercher la victoire d'étape. Nance Peters, pourquoi pas. Sur cette étape, par contre, en termes de stratégie, pour moi, il faut attendre la dernière difficulté pour faire son effort maximum. Il ne faut pas essayer de sortir à Agnès. Je pense que ça sera trop compliqué. La portion de plat après est trop longue. Départ fictif, 11h55. Marignac à 160 km de l'arrivée au sprint intermédiaire entre 12h59 et 13h06. Le col du Portet d'Aspet, première catégorie, entre 13h44 et 13h56. Saint-Girons, 14h28, 14h45, c'est à 103 km de l'arrivée. Aulus-les-Bains, pied du col d'Agnès, entre 15h20 et 15h43. Et l'arrivée est prévue entre 17h22 et 18h04. Arrivée un peu plus tardive que d'habitude, comme dimanche dernier. Pour l'étape de Chemin Blanc, le dimanche, ça a été décidé. J'ai l'impression que les étapes arrivent un petit peu plus tard. Et ça sera encore plus tard dimanche prochain du côté de Nice, parce que là, ça sera quasiment à 20h. Ça sera 19h30, je crois, l'arrivée du dernier coureur sur lui contre la montre. Eh bien, nous, on se retrouve demain pour faire le débrief de la deuxième semaine du Tour de France. Ce soir, 21h pour faire le débrief de cette étape. Et puis juste après l'arrivée pour le débrief express sur YouTube avec les shorts et sur TikTok. Donc voilà, juste après l'arrivée. Donc 21h, 22h, parce que là, vous voyez bien s'ils arrivent à 18h, le débrief se fera peut-être un petit peu plus tardivement dimanche soir. Mais comme ça, vous pourrez le voir soit en rentrant du bal des pompiers, soit avant de partir au feu d'artifice, avant le bal des pompiers également, de l'autre côté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires et à mettre un pouce bleu. Et ciao ciao sur la Mec Production.